On a donc un quart d'heure pour discuter, répondre aux questions que vous nous enverrez par SMS, pendant que Bertrand contacte Jean-François à Montréal. On va peut-être débuter. Moi, ce qui m'a marqué dans ces différentes présentations, c'est que les différents orateurs ne se sont pas concertés, mais il y avait quand même des messages assez forts qui revenaient et qui étaient assez les mêmes dans toutes les présentations, hein, sur le besoin de structurer les parcours de formation, de définir un certain nombre de niveaux à atteindre, de qualifier les apprenants à travers ces différents niveaux. Et puis l'autre tendance qui était assez forte aussi, je trouve, c'est la notion d'étudiant acteur, hein. L'étudiant devient vraiment un acteur de sa formation, alors un acteur au sens propre dans certains schémas de formation, mais acteur de leur évaluation, acteur de leur parcours, acteur de l'évaluation des formateurs. Et ça, je crois que c'est une tendance aussi assez lourde pour la suite. Alors, on vient de se connecter avec Jean-François. Je ne sais pas si on peut faire une bascule d'écran pour qu'il puisse être présent également avec nous. Voilà. Salut Jean-François. Bonjour Jean-François. Salut tout le monde. On sait qu'il est tôt pour toi, mais ici, il y a aussi des personnes qui ont aussi peu dormi que toi cette nuit. Donc on est un peu à égalité là. Alors, peut-être Jean-François, puisque tu es parmi nous, moi j'aurais une question. Tu nous as montré que tout ce parcours, à la fin, peut aboutir à des échecs aussi. Et j'aurais voulu savoir comment vous gérez les étudiants qui sont en situation d'échec, s'ils sont éliminés définitivement, s'ils doivent repasser par des parcours de formation complémentaires. Enfin, comment se passe la gestion de l'échec ? Disons d'abord, à partir du moment où un étudiant obtient des situations limites, bon, parlons d'abord de l'incident critique. Si un incident critique survient, cet incident-là est pris en main, là. Donc, l'étudiant va être rencontré par quelqu'un de l'université à l'extérieur du cadre du stage. Donc, il y a comme un intervenant neutre qui va rencontrer l'étudiant pour obtenir sa version, également la version du clinicien associé, puis mettre les choses en perspective. Souvent, les étudiants peuvent vivre des choses difficiles, de l'anxiété sociale, des problèmes personnels et tout ça. Et là, si cet incident critique-là est circonscrit, ça peut s'arrêter là dans le sens où il y aura, comme j'ai montré, le plan de réussite. L'étudiant va avoir des comportements, des compétences à cibler, puis des comportements et des corrections à faire. Si l'étudiant obtient plusieurs limites, je dirais 2 limites ou 3 limites à partir de la grille des compétences, là, il risque d'échouer son stage. Alors ça va donc devant le jury de stage. Et si l'étudiant échoue, il aura à reprendre son stage. Donc, la première conséquence de l'échec d'un stage, ce n'est pas d'être exclu du programme, mais c'est la reprise du stage, ce qui, évidemment, fait que l'étudiant ne va pas diplômer avec tous les autres. Ça va prolonger, dans le fond, À partir du moment où le parcours est davantage accidenté, l'étudiant, ça peut mener jusqu'à l'exclusion du programme. De mémoire, je ne me rappelle pas combien de stages échoués mènent à l'exclusion du programme, mais ce n'est pas un grand nombre. Donc, l'étudiant qui vit de façon répétée sur, je dirais, 2 stages, des échecs, sa diplomation et le maintien dans le programme devient compromis. Merci. Il y avait une question peut-être sur laquelle tu peux aussi nous aider, Jean-François. Quelqu'un demande ce qu'il en est enfin, on parle de qualification des nouveaux arrivants, mais quid des professionnels déjà en place? Et je crois savoir qu'au Canada, vous avez tout un processus de recertification à laquelle tu dois toi-même te soumettre régulièrement. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus? Ouais, donc 2 choses. Pour un pharmacien qui arrive d'un autre pays, donc qui a diplômé d'un autre pays, il doit réussir un examen canadien du Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada. Cet examen-là comporte 2 parties, une partie théorique et une partie pratique avec des examens cliniques objectifs structurés, des ECOS. En particulier, les pharmaciens français, il y a une entente avec le Canada qui permet de ne pas faire la partie théorique, mais que la partie pratique. La réussite de cet examen-là s'accompagne de l'obligation de satisfaire aux exigences juridiques de la province où on veut travailler. Donc, il y a un examen de loi à faire, un cours et un examen de loi à faire, suivi d'un stage de 4 mois d'accompagnement. Donc, on appelle ça un stage d'internat. C'est un stage où une vraie personne va encadrer ce nouveau pharmacien-là pour confirmer que la personne est réellement capable de faire le travail. Ça c'est je dirais, la qualification ou la certification requise dans l'entrée à la pratique. L'autre chose, c'est qu'à partir du moment où tu as un permis de pratique,
l'Ordre des pharmaciens du Québec exige une recertification à tous les 5 ans. Donc, on a un portfolio web dans lequel on a trois outils dans la démarche d'évaluation. On doit donc remplir un questionnaire qui repose sur les standards. Puis on doit déclarer sur honneur ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Alors, on peut être tenté de faire un beau portrait de sa pratique, mais les étapes suivantes pourraient nous confirmer qu'on est menteur, donc c'est pas une bonne idée de faire ça. L'étape suivante, c'est qu'on doit compléter des plans de soins. Donc, on doit anonymiser 3 plans de soins pharmaceutiques qu'on dépose, qui vont être évalués avec une rétroaction. Et il y a un tirage au sort d'où à peu près 20% des gens seront, à chacun des cycles, vus en présentiel pendant 8 heures. Donc, il y a un inspecteur qui passe la journée avec nous, puis qui nous demande de quelle façon on pense, puis qui nous regarde exercer. Là. Donc, cette certification-là, elle est à tous les 5 ans. Il y en a, elle s'applique à tous les individus, chefs compris. Ça, c'est pour réussir à garder son droit d'exercice. Si jamais on a des difficultés dans cette qualification-là, on est mis sur un parcours de mise à niveau. Alors, plein de gens sont obligés de retourner à l'université, refaire des cours, refaire des stages, et à tout âge. Là. Donc, il y a des gens à qui ça arrive à 35 ans, mais il y en a à qui ça peut arriver à 50 ou 60 ans. Là. Donc, tout le monde est traité de la même manière. Merci. Maintenant, peut-être une question qui peut s'adresser à l'ensemble des intervenants. Quelqu'un relève l'évolution de ces méthodes pédagogiques, mais se pose la question si les enseignants actuels sont compétents vis-à-vis de ces nouvelles approches. Donc, quid de la qualification des enseignants eux-mêmes? Qui veut répondre à cette question? Par rapport à cette question-là, d'abord, je pense que c'est important, il me semble, de réaliser qu'il y a une évolution pédagogique. Maintenant, tous les cours ne se prêtent pas à toutes les nouvelles techniques pédagogiques et ce ne serait pas utile que tous les cours, par exemple, soient organisés selon un dispositif de classe inversée ou de jeu de rôle. Donc, c'est d'abord en fonction des objectifs pédagogiques qu'il faut choisir la manière d'atteindre ces objectifs. Et puis sinon, effectivement, je ne pense pas qu'il y a des compétences d'entrée de jeu, en tout cas pour la situation en Belgique. Il faut un soutien par rapport à la pratique pédagogique. Et donc, on a au sein des différentes UNIF des secteurs, des organisations qui sont vraiment là pour nous aider à nous former aux différentes techniques, aux différentes technologies. Parce que si les générations qui arrivent dans nos auditoires sont des geeks et des pros des nouvelles technologies, nous, on ne l'est pas forcément. Donc, quand il faut faire un screencast, un podcast, télécharger une vidéo, la transformer, il faut qu'on ait effectivement les outils. Donc, c'est important. On n'est pas formé d'emblée pour répondre à la question. Par contre, il y a déjà pas mal de choses qui existent pour encadrer et accompagner les enseignants aussi. Je suppose que c'est la même chose dans d'autres pays. Oui, c'est ce que je voulais dire. Moi, je vous rejoins tout à fait sur le fait qu'il ne faut pas non plus penser qu'on va faire plus que ces nouvelles méthodes-là, mais je pense qu'un bon enseignant doit maintenant trouver la bonne méthode d'enseignement pour atteindre le bon objectif en incluant ces nouvelles méthodes pédagogiques. Et au niveau des facultés, il me paraît essentiel que des programmes soient développés pour permettre aux enseignants aussi de développer des nouvelles compétences dans ces formes d'enseignement. En tout cas, au sein de notre université, on a vraiment une cellule avec toute une série d'enseignements. Alors après, il y a des profs qui veulent, il y a des profs qui ne veulent pas, ça c'est sûr, mais il faut en tout cas qu'il y ait des ressources pour permettre à ceux qui ont envie d'aller dans ces domaines, de les apprendre, parce que c'est vrai qu'on parle de simulation, il y a quand même des méthodologies qu'il faut suivre, on ne peut pas simplement le faire comme ça du jour au lendemain. Juste pour compléter, en fait, il faut bien distinguer d'un côté les compétences techniques et de l'autre côté vraiment l'aspect ingénierie pédagogique. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes, je pense. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de formation à l'ingénierie pédagogique, mais aussi à la maîtrise des outils techniques qui vont vers de plus en plus de simplicité et d'intégration. On l'a bien vu là pour nos ateliers interactifs pendant le congrès. On a eu un outil très simple qui a été facile à acquérir par les intervenants. En France, il y a des diplômes universitaires de pédagogie médicale, de simulation en santé, il y a des formations courtes, des formations longues, il y a beaucoup d'interventions également au sein des facultés, des universités pour former soit les jeunes enseignants, soit les enseignants qui veulent faire évoluer leurs cours. Il y a une question peut-être un peu technique, mais qui est intéressante sur avantages et inconvénients de l'usage de la vidéo dans les formations. Qui souhaite s'exprimer là-dessus? Je ne vois pas non plus le message, mais ça reprend un petit peu ce qui vient d'être dit, je pense.
Ah oui, tout à fait, tout en haut. Ça dépend, ça va être adapté pour certains apprentissages. Donc la question toujours à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut faire acquérir et quel est l'objectif qu'on veut atteindre et est-ce que la vidéo est la plus appropriée dans ce cas-là. Alors après, ça dépend, est-ce que c'est la vidéo en support de présentiel, est-ce que c'est la vidéo dans une formation à distance, enfin voilà, est-ce qu'on est dans un système de e-learning, dans un système de présentiel, enfin voilà, c'est de où on part, qu'est-ce qu'on veut faire acquérir, où est-ce qu'on veut aller, et en fonction de ça, on va construire le dispositif qui va aller le mieux avec les supports qui sont les plus adaptés, je pense. J'ajouterais comme commentaire, aux États-Unis, le nombre d'étudiants ayant fait application dans les programmes de pharmacie dans la dernière année est inférieur au nombre de places. C'est la première fois que ça survient. Et ça, évidemment, c'est pas étranger à tout ce qui se passe dans la redéfinition de la profession avec le rôle d'Amazon, le passage vraiment à la pharmacie en ligne et tout ça. Alors ça montre qu'il y a une réduction de l'intérêt pour la pharmacie. Le lien avec ce dont on discute est qu'à mon avis, un élément hyper important dans notre façon de revoir nos stratégies pédagogiques, dans l'évaluation des stages ou plus largement dans les technologies qu'on utilise, c'est qu'il faut que nos cours soient tous évalués avec une grille sensible qui permet aux étudiants de nous dire ce qu'ils veulent. Parce que, à terme, si nos programmes ne les intéressent pas, on n'arrivera pas à former à choisir et à former les bons pharmaciens qu'il faut. Fait que c'est vraiment important que systématiquement, l'ensemble de ce qu'on fait au niveau pédagogique soit évalué de façon récurrente par les étudiants. Ces rétroactions-là vont nous dire ce qu'ils souhaitent en termes d'usage de technologie, de contenu en présentiel ou en ligne. Donc, c'est vraiment important. On peut se dire, parce qu'on est à l'université puis qu'on enseigne, qu'on sait ce qu'il faut. Mais moi, à mon âge, je ne suis pas tellement sûr que je le sais. J'ai besoin que des jeunes de 20 ans me le disent. Donc, une balance entre ce qu'on évalue et ce qu'ils évaluent de nous également. Moi, je voulais peut-être juste dire encore un petit mot sur les avantages et inconvénients de la vidéo. Il y a effectivement la vidéo qui est utilisée de différentes manières. La vidéo comme outil pour séparer le présentiel de ce qui se fait à distance. Donc, ça permet d'enregistrer un cours. On a vu qu'on a pu assister à une conférence en direct du Canada alors qu'elle n'était pas en direct. Et puis, il y a la vidéo comme utilisation de techniques de rétroaction. Et là, les inconvénients majeurs, en tout cas que j'ai pu voir dans le cadre de la recherche qu'on a menée, c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet laboratoire. C'est l'étudiant qui sait qu'il est observé, qui sait qu'on va utiliser le matériel qui est filmé. Et donc là, il faut tout faire pour supprimer ce biais-là. Et il faut faire en sorte que l'étudiant ne pense plus à la vidéo, oublie que la caméra est là. Par contre, ce qui était impressionnant, c'était l'avantage de cet outil. Parce que quand on utilise des jeux de rôle, finalement, les participants qui ne sont pas le jeu de rôle voient ce que fait le pharmacien et la patiente dans ce cas-ci. Mais par après, c'est grâce à la vidéo que le pharmacien va vraiment lui-même pouvoir revenir sur sa prise en charge. Donc ça, c'est un avantage majeur. Je pense qu'en effet, la vidéo, c'est très intéressant, mais c'est très intrusif. Et il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie. Il ne faut pas faire de la vidéo pour faire de la vidéo. Il faut le faire quand vraiment ça apporte quelque chose à la démarche pédagogique. Mais c'est quand même plus compliqué pour un apprenant de se lâcher devant la vidéo que s'il n'y en a pas. On va prendre une dernière question. On est désolé, on vous remercie pour toutes vos questions. On n'arrivera pas à répondre à toutes. Il y en a une qui m'a interpellé parce que je sens une certaine frustration des, entre guillemets, vieux pharmaciens qui se disent, ben voilà, tous les petits jeunes, ils ont le droit à tout ça alors que nous, on en a bavé dans des auditoires. Donc peut-être une question, je ne sais pas qui veut répondre, qu'est-ce qu'on peut proposer pour ces vieux pharmaciens que nous sommes? Il y a certainement une place pour des liens à créer entre la formation continue, qui est obligatoire en Belgique, en tout cas pour les pharmaciens. Et donc on pourrait réutiliser des matériels qu'on offre ou qu'on vit avec les étudiants, on peut les réutiliser pour les vieux pharmaciens. Et puis, il y a des possibilités de formation organisées pour remettre à niveau ou réactualiser. Et donc, par exemple, à l'UCL, on a lancé un certificat en soins pharmaceutiques pour des pharmaciens qui ont démarré leur pratique il y a 15-20 ans et on ne parlait pas autant des soins pharmaceutiques ni de la démarche, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi penser effectivement à continuer à maintenir les liens entre le terrain et les jeunes diplômés, puisqu'en plus, le terrain, on l'a vu dans les différentes interventions, c'est les pharmaciens qui participent aussi à la formation de nos étudiants. Donc, on a tout intérêt à ce qu'ils soient
au goût du jour et motivés. À la vitesse où les technologies se développent, Facebook sera bientôt complètement abandonné par les jeunes. Donc, je parie que les vieux, dont je fais partie peut-être, là, sont capables d'embrasser les mêmes technologies puis d'en profiter. Alors, je suis pas sûr que je ferais quelque chose de différent pour préserver le clivage. À mon avis, toutes ces nouvelles initiatives, les plus vieux vont également en profiter, puis les réfractaires, tant pis, j'ai pas de sympathie pour les gens qui regardent juste en arrière. Du côté de la France, un commentaire, comme ça on termine peut-être par un tour d'horizon de la francophonie. Non, mais je ne peux pas dire mieux. Et je pense qu'effectivement, il faut répondre à un besoin de formation. C'est d'abord identifier ces besoins de formation et aller sur une démarche ensuite de formation proactive. Moi, je pense aussi que dans cette démarche-là, il y a une place qui peut être donnée aux revues de pratique et aux échanges de pratiques qui nous font progresser aussi. Et j'apprécie beaucoup le programme que vous avez développé à Louvain, qui finalement laisse la possibilité aux professionnels de construire lui-même son programme de formation et d'aller, au travers de son projet, d'aller là où il souhaite aller. Et donc c'est vraiment l'idée d'adapter, de personnaliser la formation et aussi avoir à certains moments des échanges de pratiques et des revues de pratiques communes pour définir ensemble des attitudes à adopter. Donc c'est un petit peu finalement l'intrication des deux, à mon avis, qui me semble être le plus intéressant. Là, je dirais pour conclure que même si je pense que ces nouvelles méthodes, elles sont un peu stimulées par les attentes des plus jeunes générations, elles s'appliquent évidemment à tout le monde et je pense qu'on doit aussi faire en sorte que dans toutes nos actions de formation continue, on fasse aussi évoluer nos formats pédagogiques et dans ce cas-là, tout le monde sera content à la fin, les vieux, les jeunes, les encore plus jeunes et les encore plus vieux. Voilà, on arrive au terme de cette session. On vous remercie de votre participation. On espère vous avoir intéressé avec ce regard croisé francophone autour de la pédagogie. On est conscient que vous retiendrez que 5% de tout ce qui s'est dit, mais on vous souhaite néanmoins bon appétit. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Merci.